Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence de presse du Rassemblement pour la laïcité. Mon nom est Daniel Barry, je suis un des fondateurs avec Guy Rocher du groupe Les Intellectuels pour la laïcité. Je suis sur le conseil d'administration de l'Association humaniste du Québec qui nous reçoit ici aujourd'hui au Centre humaniste. Le Rassemblement pour la laïcité a été mis sur pied à l'invitation de la coalition Laïcité Québec qui voulait donner une visibilité aux personnes et groupes qui sont en faveur de la laïcité au Québec dans un contexte médiatique où la parole ne semblait être donnée qu'aux opposants de la laïcité. Font partie, vous avez, pour l'attention des journalistes, là, la liste des groupes qui font partie, en fait, qui sont les initiateurs. La liste n'est pas fermée. Au contraire, ça se rallonge continuellement. Donc, font partie des premiers signataires de l'énoncé qu'on publie ce matin. L'Association humaniste du Québec, Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité, Citizen in Action, Coalition Laïcité Québec, Collectif pour la laïcité de Québec solidaire, Comité des orphelins et orphelines de Duplessis, les éditions CICIF, la Fondation humaniste du Québec, les Intellectuels pour la laïcité, l'Institut québécois du judaïsme laïque, le collectif LGBT pour la laïcité, Libre penseurs athées, Atheist Free Thinkers, Mouvement laïque québécois pour les droits des femmes du Québec, Syndicalistes et progressistes pour un Québec libre, PGQ libre, et le Syndicat de la fonction publique du Québec. En fait, vous avez aussi la liste des premiers signataires individuels que vous avez avec le communiqué. Le rassemblement est un rassemblement non partisan, il faut le dire, multiethnique et intergénérationnel. Alors, on ne pourra pas dire que les militants pour la laïcité sont des dinosaures là, des années 50. L'énoncé qu'on publie ce matin comporte essentiellement 3 éléments. Vous avez la déclaration, vous avez l'énoncé au complet. Alors, essentiellement, nous voulons apporter un appui à une législation sur la laïcité. Dans le projet actuel, ça nous convient, c'est-à-dire de placer le principe de la laïcité de l'État dans la Charte des droits et libertés de la personne pour avoir un caractère quasi-constitutionnel qui est le caractère de la Charte des droits et libertés. Nous appuyons également l'inclusion des balises pour les demandes d'accommodement religieux, notamment la prise en compte de l'égalité homme-femme dans l'acceptation des demandes d'accommodement. On appuie aussi fortement le point central du projet qui est sur la table, le projet du ministre Drainville, qui est l'interdiction des signes religieux dans les services publics, donc de la part des fonctionnaires de l'État. Une réserve, en fait, on pense que le droit de retrait est un risque qu'on ait une laïcité à géométrie variable, à 2 vitesses, et on pense que s'il y a besoin d'une période de transition dans certaines circonstances, dans certains contextes, alors qu'on le dise de cette façon, qu'il y ait une période de transition sur une durée à déterminer, plutôt qu'un droit de retrait renouvelable aux 5 ans. Alors, c'est les 3 positions essentielles à l'égard de l'énoncé d'orientation présenté, enfin l'énoncé, le document d'orientation présenté par le ministre Drainville. On ne peut pas par ailleurs ignorer, et quand on dit on est d'accord avec l'interdiction des signes religieux, de la part de signes religieux de la part des employés de l'État, c'est d'abord et avant tout pour assurer le droit du public à un service neutre. Alors on pense que le droit des individus de manifester leur appartenance religieuse au travail, notamment dans les institutions d'État, est subordonné au droit du public à recevoir des services dans un environnement neutre, non religieux. C'est ce droit-là qui doit primer. On n'inverse pas cette logique comme dans l'enseignement où le droit des enseignants serait plus grand que le droit des enfants ou des parents à avoir un environnement éducatif non religieux. On ne peut pas ignorer par ailleurs tout le discours en parallèle du document qui concerne le crucifix de l'Assemblée nationale et on pense que par souci de cohérence avec le discours concernant les accommodements religieux, c'est-à-dire le port de signes religieux, cet objet de culte devrait être déplacé dans un autre endroit. Ce qui doit être mis clair et qui ne l'a pas été, c'est que cette question ne fait pas partie du document d'orientation. C'est un discours en parallèle avec le projet qui est annoncé. Alors, à ma table,
Dans l'ordre de ceux qui vont intervenir, vous avez Guy Rocher, sociologue, qui est bien connu et sur toutes les tribunes de ce temps-là. Léla Ben Salem, qui est une enseignante dans une école multiethnique de Montréal, d'origine algérienne. À ma gauche, Ali Kaidi, de l'Association des Nord-Africains pour la laïcité. Et Martine Desjardins, que vous avez sûrement déjà entendu parler, chroniqueuse et ex-présidente de la FEUC. Il y a également des personnes qui représentent plusieurs autres groupes dans la salle que je veux vous signaler avant de donner la parole à mes collègues. Alors, j'espère n'en oublier aucun. Alors, vous avez, et qui pourront aussi répondre aux questions des journalistes. Vous avez Michel Sirois de la Coalition Laïcité Québec, Lucie Jobin, Michel Lincourt du Mouvement laïque québécois, Paul de Bellefeuille du Syndicat de la fonction publique du Québec, Madame Guilas Roca de Tribune juive, Gilles Laporte, Mouvement national des Québécois, Michel Virard, Association humaniste, André Gagnon, collectif des LBGT pour la laïcité, Lucien Landry, orphelin orpheline de Duplessis, Pierre Dubuc, SPGQ Libre, Bernard Larivière, collectif laïcité de Québec solidaire. Bon, d'autres aussi, personnalités bien connues, Louise Baudouin, Régent Parent. Et en fait, ces personnes pourront aussi intervenir et ou seront disponibles si vous voulez faire des entrevues avec eux plus tard. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Guy Rocher. En fait, on va essayer de se limiter, nous, à chacun 5 minutes pour répondre à vos questions par la suite. Bonjour. Il est vrai que depuis quelques jours, je me suis engagé dans un processus, si on peut l'appeler comme ça, un processus d'explication de ce document d'orientation et de ce projet de charte. Pourquoi je m'y suis engagé comme je l'ai fait et comme je le fais encore ce matin? C'est parce que, à mes yeux, cette charte, si elle est un jour sanctionnée, ce sera une charte pour l'avenir. Et pour moi, c'est ce qui est important. Je trouve que le débat médiatisé aujourd'hui porte beaucoup trop sur ce que serait cette charte pour aujourd'hui. Alors, cette charte, elle n'est pas faite pour aujourd'hui. À mes yeux, cette charte, elle est faite pour le 21e siècle au complet, sinon plus longtemps encore. Quand nous avons des chartes, on sait qu'elles vivent, et elles vivent longtemps, maintenant. Eh bien, c'est dans cet esprit-là que je l'appuie, parce que nous allons vivre une diversification des convictions religieuses qui va se continuer, qui va certainement peut-être même s'amplifier avec l'immigration que nous allons connaître et avec le mouvement dans les communautés chrétiennes que nous connaissons. Donc, il est nécessaire, dans cette perspective, que cette charte, projet de charte, nous dise pour l'avenir quelle sera la position de l'État québécois et des institutions québécoises. Et si je me suis engagé dans cette prise de position, c'est parce que pour moi, cette charte, c'est une étape dans un long processus qui est engagé depuis plusieurs années au Québec, d'une sécularisation de notre société, d'une déconfessionnalisation de nos institutions publiques. Je l'ai vécu intensément, comme d'autres ici. Et en même temps, c'est une étape vers autre chose. Donc, cette charte, ce projet de charte, il faut le voir dans une perspective à la fois historique, l'histoire du Québec, mais aussi dans une perspective prospective, c'est-à-dire que c'est un instrument pour l'avenir. Et en particulier, j'insiste pour ma part, étant donné ce que j'ai fait dans le monde de l'éducation, j'insiste pour ma part sur la nécessité que cette charte s'applique au monde de l'éducation, au monde de l'enseignement public, depuis le CPE, les centres de petite enfance, l'enseignement primaire et secondaire public, et éventuellement les cégeps et les universités aussi. Parce que c'est une charte qui, je le dis, s'applique au milieu de l'enseignement, parce que je crois qu'elle a un caractère éducatif. En ce moment, je pense que le Québec vit une période d'éducation collective, d'éducation continue. Je dirais que nous sommes actuellement dans ce qu'on appelle parfois la cité éducative. Ce projet de charte nous force à réfléchir sur la véritable liberté des religions, la véritable liberté des convictions et la véritable neutralité d'un État dans une société démocratique
où en même temps règne la liberté des religions et surtout la liberté des convictions en matière de religion. Et cela, pour moi, est fondamental. Je termine en disant que je ne participe pas à ce qu'on appelle parfois dans les médias une laïcité fermée. Permettez-moi d'en rire. Quand il y a une laïcité ouverte, faut-il qu'il y ait une laïcité fermée? Quel simplisme! Une porte est ouverte ou fermée, bien sûr, mais la laïcité, ce n'est pas une porte. Et là, je trouve que il y a un abus de langage, un simplisme de langage que je dénonce avec fermeté, si je peux le dire. Nous défendons, nous, la laïcité. Point. Il y en a qui la veulent ouverte, c'est leur affaire. Mais enfin, que l'on comprenne qu'il n'y a pas une laïcité fermée. Mes amis belges, mes amis français seraient bien étonnés d'apprendre qu'ils vivent dans une société à laïcité fermée. Ça les étonnerait beaucoup, et je pense qu'ils en riraient. Eh bien, donc, j'espère qu'à un moment donné, on va se corriger et apprendre qu'il y a une laïcité que nous proposons, et puis qu'à côté, il y a ceux qui proposent une laïcité ouverte. Merci. Merci, M. Richer. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je suis Leïla Ben Salem. Je suis enseignante à la Commission scolaire de Montréal. Alors, comme vous devez le savoir, dans nos écoles, dans nos commissions scolaires, on est littéralement bombardé jour après jour, semaine après semaine, par les demandes d'accommodement raisonnable. Alors, on se demandait au fil des années quand quelqu'un allait enfin se mettre debout pour en finir avec les patates chaudes dans les écoles et pour qu'on s'arrange avec nos problèmes et qu'on se débrouille. Alors, c'est sûr que la charte devrait apporter des réponses dans ce domaine-là, notamment dans le domaine de l'enseignement, bien sûr, parce que ça touche les écoles. À l'école Saint-Luc, on reçoit une population provenant de 105 pays différents. Donc, les demandes abondent. Alors, en l'absence de balises, on se retrouve à faire du cas par cas. Et finalement, ça n'en finit jamais. Alors, les demandes vont depuis les demandes de dispense pour les cours d'éducation physique, aller à la piscine ou pas, la nourriture halal, toutes sortes de choses. Ça n'en finit pas. Il y a aussi une chose qui concerne les enseignants d'autres religions. Alors, la CSDM a institué un système qui est totalement inéquitable, qui permet aux enseignants de confession musulmane, chrétienne, orthodoxe et autres d'avoir des congés supplémentaires pour lesquels ils sont payés, et ce qui est tout à fait inacceptable. Alors, on doit avoir tout le monde 200 jours de travail dans l'année scolaire, c'est ce que tous les enseignants doivent avoir, et ces enseignants-là se retrouvent à travailler moins que nous en ayant le même salaire. Ça n'est même pas défendable légalement. Alors, tous ces aspects-là sous-tendent, à mon avis, l'égalité homme-femme. Et là, je vais m'approcher tout doucement, mais sûrement, du port du voile islamique dans les écoles, dans les établissements d'enseignement, disons. Alors, bien sûr, depuis quelque temps, j'ai entendu des commentaires dégoulinants d'humanisme et de bienveillance à l'écart, à l'endroit du voile islamique, du port du voile islamique. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ignorent absolument ce que ça représente. Pour nous, les femmes qui venons de ces pays où des femmes qui refusent de le porter se font égorger ou agresser à l'acide, ça veut dire quelque chose. Le voile islamique n'est pas un morceau de tissu innocent, n'en déplaise à ceux qui voient là qu'un problème qui n'existe pas. Le voile, pour nous, il est taché de sang. Alors c'est quelque chose qui doit disparaître de nos milieux. Il n'a pas du tout la même portée, c'est certain, que les autres signes religieux, mais pour nous, c'est quelque chose qui vraiment représente un problème important. Nous sommes venus de nos pays, nous avons fui ces réalités-là. Ça n'est pas pour les retrouver ici, au Québec. Il ne faut pas qu'on nous impose des choses que nous avons fui. Nous sommes venus pour vivre dans un État laïque,
dans la liberté d'opinion et d'expression. Il y a aussi... c'est ça, je pense essentiellement, ce sont toutes ces balises et l'égalité homme-femme n'est pas négociable, ça c'est certain. Et il ne faut pas aussi banaliser le port de signes religieux parce qu'à chaque fois c'est une expression quand même qui frappe de front la neutralité. À mon avis, les employés de l'État, que ce soit dans les hôpitaux, dans les établissements d'enseignement, doivent représenter la neutralité de l'État. Et je ne comprends pas pourquoi il y a certaines personnes qui se plaignent et qui disent que bon, si on empêche ces femmes musulmanes de porter leur voile, ça va être un problème parce qu'elles vont quitter leur emploi. Écoutez, moi, ce que je réponds à ça, c'est que si vraiment elles mettent dans la balance leur emploi et leur vie au Québec, alors là, on a affaire simplement à un cas d'intégrisme religieux. Parce que j'ai déjà entendu des femmes dire, si vraiment c'est la loi, on va l'enlever, notre voile, on va aller travailler sans voile et on le remettra en sortant du boulot. Alors, il ne s'agit pas non plus d'en faire une montagne, là c'est pas la fin du monde, elles pourront très bien suivre la loi et s'adapter. En France, en Europe, elles se sont adaptées. Et ça n'est pas une exclusion. C'est simplement leur dire et leur faire comprendre qu'ici, ça se passe comme ça. Il est temps que les gens ici et que le gouvernement se mettent debout et introduisent des balises et disons aux gens tout simplement, écoutez, chez nous, ça se passe comme ça. Autrement, ils ont déjà parlé d'aller ailleurs, mais écoutez, je ne vais pas leur proposer quand même. Voilà, j'ai fini. Merci. Alors, Ali Kaidi, de l'Association des Nord-Africains pour la laïcité. Bonjour tout le monde, je suis le représentant d'ACNAL, donc Association des Québécois Nord-Africains pour la laïcité. Nous, en tant que rassemblement, en tant qu'association, nous pensons qu'on a marre d'être identifiés par notre appartenance religieuse. On veut être identifiés par notre citoyenneté. Donc ça, c'est quelque chose qui nous regroupe. Donc, par rapport à cette charte, par rapport aux orientations du gouvernement, donc nous accueillons positivement ces propositions et nous accueillons aussi positivement le débat. Pour nous, le débat, ce n'est pas la chicane, c'est la bonne santé d'une société démocratique. Donc, nous sommes pour une loi universelle interdisant le port de signes religieux par le personnel des institutions publiques. Donc, ce qui nous différencie de ce qu'on appelle la laïcité ouverte. Donc, nous pensons que le minimum de neutralité que la laïcité exige commence d'abord par la neutralité du personnel, qui accomplit un service ou une fonction étatique. Donc, pour nous, c'est absurde de revendiquer une neutralité des espaces dans lesquels la fonction de l'État s'exerce en laissant les personnes qui l'exécutent affichent leurs croyances religieuses ou non religieuses par des signes visibles ostentatoires. Donc pour nous, c'est une contradiction parce que l'État, ce n'est pas une idée abstraite, elle s'incarne par qui? Par le personnel qui exécute sa fonction. Donc ce personnel-là doit être neutre. On ne peut pas parler de neutralité tout en laissant les signes ostentatoires portés par le personnel de l'État. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai une critique vis-à-vis de ceux qui pensaient qu'on peut atteindre la neutralité par la diversité. Ça veut dire en laissant tous les signes ostentatoires s'exprimer dans la fonction publique. D'ailleurs, c'est un argument utilisé par certains signataires de la charte contre le manifeste contre la charte. Si on laisse tout le monde exprimer son appartenance religieuse, donc on va se retrouver dans un Québec historiquement catholique. La majorité de ceux qui travaillent dans la fonction publique sont des catholiques. Donc on va avoir un État catholique plus qu'un État neutre. D'ailleurs, les mêmes utilisent un autre argument pour toucher la sensibilité d'autres, dire que en interdisant par exemple le voile, on va priver les femmes de travailler. Mais en même temps, ils disent
que ceux qui travaillent dans la fonction publique sont en majoritaire des catholiques. Donc si on prend le premier argument et le deuxième argument en quelque sorte élimine le premier argument, parce qu'on va se retrouver dans un État qui va pas y avoir une diversité. Au contraire, il va y avoir une majorité catholique avec ses signes religieux. Et ça, cet argument-là ne tient pas la route à ma pensée. Donc, à CNAL, on veut dire aux Québécois qu'il n'y a pas que les islamistes dans la communauté musulmane ou bien les immigrants qui viennent du nord africain. Il y a des laïcs, il y a des démocrates, il y a des gens qui croient aux droits de l'homme. On est là pour qu'on soit identifié par notre citoyenneté. Donc, cela nous regroupe dans ce rassemblement pour dire qu'on est pour la laïcité, on veut l'intégration parce qu'on partage, mais non pas parce qu'on nous sépare des autres. Et le multiculturalisme insiste sur nos divergences au lieu d'insister sur ce qu'on nous partage et lancer le processus d'intégration parce que nous partageons avec la société d'accueil. Et merci. Bonjour tout le monde. Il y en a certains que j'ai déjà vus hier. On se revoit dans un autre contexte. En fait, ça peut paraître surprenant peut-être pour certains que je me retrouve avec un collectif pour la laïcité, et pourtant ce ne l'est pas du tout. Dans un contexte où je me définis comme féministe, comme démocrate, je pense qu'il est d'autant plus intéressant de se présenter pour une laïcité. Je lisais encore aujourd'hui un article de journal qui disait qu'un détenu avait refusé de se faire menotter par une femme. Et on est intervenu sans vraiment sourciller. Et on essaie de me faire croire qu'encore aujourd'hui, en fait, les femmes sont les égales des hommes dans tout contexte, dans toute définition. Est-ce que c'est vraiment ça, la définition d'une laïcité ouverte? Et donc, c'est la raison pour laquelle j'appuie vraiment ce collectif, parce que pour moi, la laïcité, ça se termine par un point à la fin, comme le soulignait si bien M. Rocher. Une laïcité, ça se discute, mais ça ne fait pas de compromis au détriment d'une partie de la population. Vous allez me dire, oui, mais on a tellement entendu parler d'exceptions un peu partout, de femmes ou d'hommes qui vont se sentir en fait brimés par cette laïcité. Mais discutons-en et trouvons une façon d'améliorer peut-être cette charte qui est proposée. Est-ce qu'elle est parfaite en tout point? Probablement pas. Mais je pense que le collectif qui est ici travaille dans une perspective constructive, présente des points d'amélioration et je pense que ça vaut la peine justement de le regarder. Un débat au Québec, ça ne se fait pas en se mettant d'un côté ou de l'autre et en s'opposant mutuellement. Ça se fait par la discussion et par le compromis. Et je pense que le gouvernement du Québec a fait une proposition pleine de bon sens, pleine de compromis, n'en tient maintenant qu'aux gens qui se sentent concernés d'y aller. Je ne crois pas non plus qu'une neutralité de l'État, comme le disait si bien M. Bouchard, ne passe pas par ces individus. Qui compose l'État, sinon que les individus, les 20% de fonctionnaires au Québec? 20% de fonctionnaires au Québec. C'est beaucoup de monde qui s'affirme haut et fort via les signes ou encore leurs convictions politiques qu'ils peuvent afficher. On a déjà interdit le fait de pouvoir faire la promotion de son allégeance politique dans la fonction publique, mais pourquoi ne pas aller au-devant des problèmes qu'on pourrait avoir éventuellement? Parce que peut-être qu'il n'y a pas d'urgence actuellement, mais je suis aussi de ceux qui croient qu'il pourrait y avoir des urgences éventuelles. Prenons le taureau par les cornes maintenant et n'attendons pas qu'il y ait effectivement plusieurs problématiques. Et à ceux qui diraient qu'il n'y a pas de problématique au Québec d'accommodement raisonnable, je vais vous référer aussi au niveau du ministère de la Justice qui en reçoivent une pelletée de demandes. À ceux qui pensent qu'il n'y a pas de problème à régler, pourquoi, dans ce cas-là, sommes-nous tant en train de nous déchirer de discuter? Et donc, je crois fortement que l'égalité homme-femme doit être marquée dans la charte québécoise, qu'elle doit se retrouver au sein d'une charte de la laïcité, qu'on doit continuer d'affirmer que nous sommes laïcs au niveau de la fonction publique. Je crois ouvertement que nous devons appuyer la charte de la laïcité telle que proposée. Et si vous voulez proposer des amendements, faites-le. Mais de grâce, arrêtez de vous opposer systématiquement
avec des arguments qui ne tiennent pas la route ou qui ne font aucun sens avec une perspective historique ou encore avec des faits. Assez de se faire traiter de victime parce qu'on est des pauvres femmes, assez de se faire traiter de victime parce qu'on est d'une autre confession religieuse. Essayons donc de trouver un juste milieu pour tout le monde, et la charte est probablement ce juste milieu. Merci. Alors, merci Martine. Avant de passer aux questions des journalistes, je m'en voudrais de signaler, j'ai oublié tout à l'heure de tirer l'attention sur une des personnalités qu'on a dans nos signataires, qui est l'ex-juge de la Cour suprême du Canada, Claire Leroux-Dubé. Et à la liste des personnalités qui sont dans la salle que j'ai mentionnées tout à l'heure, je vois que se sont ajoutés Gilbert Paquette, ex-ministre de la Sciences et Technologies, et le chanteur Paul Piché, qui s'ajoutent aux autres artistes qui sont aussi sur notre liste. Alors, on va prendre les questions, et s'il y a un problème de logistique de micro, peut-être qu'on va se déplacer.